Bonjour Florence, merci d'avoir accepté l'interview pour Formablog. Pourriez-vous vous présenter un petit peu votre expérience en e-learning, votre parcours et les sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Bonjour Ivana, merci de m'avoir proposé cette interview. Je travaille sur le e-learning depuis un peu plus de 7 ans. J'ai choisi de réaliser ce genre de prestations parce que j'ai des expériences comme formatrice au départ, en infographie, en vidéo, et que je trouvais intéressant de rassembler tous ces éléments-là dans un seul domaine d'activité. D'accord, très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend par e-learning aujourd'hui? Pour moi, le e-learning, c'est un moyen de transmettre des connaissances à des personnes au moment où elles en ont besoin, où elles peuvent y accéder, ou et en fonction du temps dont elles ont besoin. Donc ce soit quelque chose qui se passe de manière autonome sur ordinateur et à disposition de la personne. D'accord, merci beaucoup. Quels sont les enjeux, les grandes problématiques d'e-learning aujourd'hui, d'après vous? Je pense que ce sont des enjeux qui ne sont pas juste spécifiques au e-learning. Le e-learning est une modalité pédagogique finalement. Le grand enjeu en ce moment, c'est vraiment la formation dans son ensemble, surtout avec les nouvelles normes concernant la formation du personnel. Et par conséquent, ce qui est vraiment très important, c'est d'être à même de proposer aux gens des formations à disposition qui répondent à leurs besoins d'évoluer dans leurs compétences et dans leur domaine d'activité. Le e-learning semble un bon moyen de répondre à ce besoin qui va croissant. Néanmoins, il faut qu'on arrive à rester dans des productions de qualité et ne pas miser sur de la quantité, histoire d'être là et de répondre vraiment à tout ce qui nous est demandé. Mais garder en tête que l'objectif, ça reste que les gens acquièrent ces compétences et pas juste qu'ils aient fait une formation. D'accord, très bien. Bon, on sait que voilà, e-learning aujourd'hui est très demandé. Les entreprises sont très motivées de concevoir, de développer les e-learning. Mais quand est-ce qu'il faut le faire et dans quel contexte? Est-ce que toutes les situations sont bien adaptées à un e-learning? Alors pour le e-learning, typiquement en termes de formation digitale, non, tout n'est pas adapté. En général, quelque part, l'investissement dans e-learning, c'est une dépense d'argent qui est plus importante que pour faire une formation en présentiel à un instant T. D'un autre côté, c'est un investissement qui vient une fois, quand c'est bien fait, et par conséquent, on le prédestine plutôt à des déploiements de large envergure, souvent sur plusieurs continents, dans plusieurs langues, et de manière à toucher un maximum de gens à la fois. Et paradoxalement, ça peut être aussi la réponse à des demandes qui vont être très ponctuelles pour très peu de personnes, où du coup ça engage un montant important de mettre en place une formation présentielle. Donc on choisit de réaliser un e-learning, on va dire peut-être plus basique, avec moins de graphisme, mais tout en gardant les objectifs d'acquisition des compétences. Et donc d'avoir quand même un produit qui va être à disposition des gens qui en auront besoin, même s'ils sont peu nombreux. D'accord. Et au niveau de savoir-faire, est-ce que un e-learning peut, par exemple, être développé pour les connaissances basiques, des sensibilisations, ou on peut aller plus loin dans la prise de décision, etc. Moi, je pense que le e-learning en lui-même, c'est juste une modalité de transfert d'une information ou d'une compétence. Donc, tout peut être fait. Ensuite, c'est le type de développement, les messages que l'on va mettre dedans, la manière dont on va choisir de les passer, qui vraiment vont venir établir un niveau par rapport à ses compétences. On est un petit peu dans la taxonomie de Bloom. Donc, voilà, la manière dont on va présenter l'information, mais aussi la manière dont on va susciter l'apprenant, dont on va lui demander d'interagir avec sa formation, parce que il ne faut pas juste qu'il reçoive, il faut qu'il soit capable de donner, d'échanger pour mieux acquérir ces éléments-là. Et la manière dont on va aussi l'interroger derrière, donc la validation qui va passer par du quiz, du test, etc. C'est la formulation de ces questionnements qui va faire qu'on va atteindre différents niveaux de connaissances. D'accord. Quels sont les moyens nécessaires pour faire du e-learning, dans le sens les ressources, les compétences et les logiciels?
C'est très varié. C'est très varié. On a dans la majeure partie des cas, je pense que le grand logiciel, le logiciel le plus utilisé, ça reste Captivate, qui est un produit Adobe. On a derrière aussi Storyline de chez Articulate. Après, il y a beaucoup d'autres petites applications qui vont être du grand public ou pas, ou vraiment liées à des industries, ou même dans le gratuit, pour le coup. Parfois lié tout seul pour la conception ou lié à une plateforme. Ce qui est important, c'est de voir comment on va déployer son contenu déjà. Est-ce que ça va être hébergé sur une plateforme? Est-ce qu'on va mettre ça sur YouTube? Comment est-ce qu'on va faire pour avoir l'interactivité ou pas? Et ensuite, ça peut être que du HTML et avec une programmation, comme on a avec des outils comme Dokeos par exemple, qui est un LCMS, mais qui permet de concevoir les supports à l'intérieur, le tout en programmation HTML. Et ensuite, c'est bien d'avoir du graphisme, donc pour que ce soit joli et attractif, c'est bien de travailler avec des graphistes qui vont savoir donner un aspect sympathique. Justement, si on peut avoir une équipe pour concevoir un e-learning, quelles sont les compétences, si vous pouvez nous énumérer les compétences nécessaires pour réunir une équipe, ou s'il y a une personne qui a plusieurs compétences, en tout cas savoir quelle est la compétence nécessaire. Alors la compétence, déjà il faut quelqu'un qui ait le sens de la pédagogie. Parce que c'est bien d'être expert dans un domaine, mais c'est pas parce qu'on est expert dans un domaine qu'on va être capable de transférer ses connaissances. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable éventuellement d'écouter l'expert, de comprendre son besoin, de comprendre les objectifs qu'il souhaite atteindre avec la formation pour transformer ce contenu en support de cours. Et ensuite, c'est bien donc un graphiste qui va définir peut-être un environnement de travail qui va être attractif, la charte graphique, l'interface de fonctionnement. Ça peut être bien, donc il y a toute une scénarisation qui intervient derrière. On peut avoir besoin d'un animateur flash, de quelqu'un qui va être spécialisé dans de l'animation. Éventuellement de la gamification, puisque maintenant c'est quelque chose qui intervient beaucoup dans la formation, rajouter un côté ludique pour favoriser les apprentissages. Et voilà. Bon, ça fait déjà, une belle équipe. Une bonne équipe. Est-ce que vous pouvez nous énumérer les étapes de processus de conception d'un e-learning? Alors, d'abord, il va y avoir le recueil des besoins auprès du client pour savoir exactement ce qu'il attend, ce dont il a besoin, quel est le public visé, comment ça va être déployé, en combien de langues, etc. Donc, on définit limite un cahier des charges avec lui. Une fois que tout ça est fixé, surtout les objectifs donc, de la formation, on a les entretiens souvent avec les experts. Experts métiers. Avec les experts métiers, qui eux ont ces connaissances déjà, et on définit avec eux un contenu. Donc ça va nous amener à une définition d'une structure de la formation. Donc ce contenu, on va le hiérarchiser, on va le granulariser, comme on dit, pour arriver vraiment à des objectifs minimaux d'ailleurs, des objectifs les plus petits possibles, de manière à ce qu'en construisant ces briques au fur et à mesure, on arrive vraiment à atteindre les objectifs principaux de la formation. Une fois que cette structure est faite et validée, on passe à la scénarisation. Donc là, on va reprendre chacune de ces briques et on va définir de quelle manière on va la présenter, de quelle manière on va l'amener, comment on va les lier entre elles. L'idée, c'est pour nous, c'est souvent de raconter une histoire, de mettre l'apprenant dans un concept qui va faire qu'il va progresser, il va apprendre et de cette manière, il va mémoriser correctement les compétences qu'on souhaite qu'il acquiert. D'accord. Après, une fois que tout ça c'est validé, on a la production. Donc là, c'est un travail en parallèle de l'infographiste, de l'animateur, de la pédagogie, etc. pour faire vraiment une intégration complète de tous ces contenus. À la fois la rédaction des textes, la mise en page, et ainsi de suite. Jusqu'au déploiement, en fait, ensuite du e-learning. D'accord. Quels sont les moments le plus importants pour valider ce qui a été fait par le commanditaire? On sait que c'est assez important. C'est des questions clés, oui.
Voilà. Nous, on valide aussi souvent que possible. Donc déjà, une fois qu'on a fini la réunion souvent qui nous sert à définir les besoins et les attentes, on fait déjà valider aussi compréhension. Le compte rendu de cette réunion, parce que nous, on peut avoir parfois une certaine manière d'approcher les choses, une certaine compréhension. Et finalement, quand le client il relit, il dit ah non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Oui. Donc, on a une première validation de cette réunion, on a ensuite une validation de la structure. Et ainsi de suite. En fait, à chaque étape importante, on valide. Voilà, on fait une boucle et on revient dessus si c'est pas validé avant d'avancer, histoire de ne pas perdre de temps après. Quand on arrive en production, on fait des validations intermédiaires à chaque étape importante. Donc, on va voir bien sûr la validation de tout ce qui va être interface graphique, principe de navigation, etc. Il ne faudrait pas qu'arrivé à la fin, le client il nous dise ah en fait oui, mais le bouton là, ça va pas du tout, le principe de navigation ne convient pas. C'est à éviter. Oui. Voilà, donc tout ça, ça se valide au fur et à mesure. Et souvent, nous, on va valider par chapitre important, histoire de valider à la fois les contenus, etc. Et la forme. Voilà, et la forme, donc la rédaction des textes. Et comme souvent, on a de l'audio, par contre, on fait une validation finale des contenus. Et après seulement, on fait l'audio. Parce que l'audio, on fait souvent appel à des prestations externes. Donc, on travaille avec des comédiens. Dans ces cas-là, vaut mieux éviter de devoir changer des phrases par-ci par-là parce que ça coûte extrêmement cher. L'audio, vous pensez à une voix off. D'accord, c'est la narration. Voilà, c'est une narration. Enregistrement de voix. D'accord. Merci. Donc nous avons déjà abordé un petit peu les questions des moyens, mais quel financement pour un projet d'e-learning? Si on peut, les financements, ce qui fonctionne, la grosse demande vient finalement des entreprises, des grosses entreprises, qui vont choisir justement de limiter leur formation en présentiel en investissement dans du e-learning. Maintenant, quand tout ce qui vient, la vraie innovation, je pense, elle vient à travers des prestations qu'on peut faire pour l'État ou pour les universités, parce que au travers de concours, de choses comme ça, ce sont les entités qui ont finalement des financements les plus importants, avec moins de restrictions au niveau des productions. Donc c'est là où on va pouvoir faire vraiment du serious game ou de la gamification avancée, qui sont des choses vraiment plus intéressantes et plus innovantes. Très bien. Pourriez-vous dévoiler les clés de réussite d'un projet de e-learning? Au moins des indices. Les clés de la réussite, je dirais qu'il faut être à l'écoute des besoins du client, mais ne pas perdre de vue que la personne qui va bénéficier du e-learning, finalement, c'est pas le client, c'est les gens qui apprennent. Donc il faut toujours se mettre à la place de ces gens-là, ne pas avoir peur de rentrer dans un détail, de revenir plusieurs fois sur une idée, pour être sûr que la manière dont ils vont comprendre les choses soit celle qu'on a attendue. Donc l'aspect pédagogique, finalement, assez important. C'est plus important. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans le processus de conception, des points d'attention particuliers Je pense que les pièges, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, on parlait des validations, le piège à éviter, c'est surtout de ne pas avancer en se disant, c'est bon, le client il a dit ok, comme ça, ça va le faire. Il faut vraiment... il faut vraiment tout valider, tout noter, parce que parfois il y a des incompréhensions, parfois il y a quelqu'un qui n'a pas trop de temps, donc il a regardé un peu vite en disant oui, c'est ok, continuez, parce que lui, il a sa deadline et qu'il faut qu'il dise que ça avance et que c'est prêt. Et que finalement, quand ça arrive à la validation à la fin, on dit ah oui, non, mais en fait, non, ça va pas. Le gros piège, c'est que un petit détail peut être vraiment un gros consommateur de temps de production. Et donc, il faut que tout soit validé vraiment au fur et à mesure. C'est dans l'intérêt des concepteurs. Tout à fait. D'accord. Et pour la fin, auriez-vous des conseils à donner pour les débutants, pour les gens qui souhaitent entrer dans le monde de e-learning? Comment faut-il se former
Comment entrer dans ce monde-là? Je pense que c'est un monde qui est très vaste. On a dit tout à l'heure qu'il y a vraiment différents aspects, différents métiers auxquels on fait appel dans la conception e-learning. Je pense qu'avant tout, il faut avoir envie de transmettre, de transmettre quelque chose. Que ce soit, c'est pas forcément nos compétences propres, mais il faut vraiment avoir envie de transmettre ces éléments-là. Et je pense qu'après, il faut rester très ouvert, il faut continuer de bien se tenir au courant de ce qui se passe, des innovations qui s'en font, des différentes modalités pédagogiques qui se mettent en place, des modes, parce qu'il y a aussi des modes dans l'infographie. En ce moment, ça se termine, il paraît. C'est vraiment la mode de fond blanc, texte très épuré, des images avec très peu de tonalité. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose qui est en train de passer. Effectivement, quand il y a des infographies, des ambiances qui accrochent, tout le monde a tendance à la répéter et du coup, ça devient une mode en quelque sorte. Donc bien se tenir au courant, toujours rester curieux finalement, rester curieux. Après on va trouver sur internet beaucoup d'informations sur ce genre de choses. Et pour tout ce qui est, on va dire, certification, ce sont souvent les universités, si vraiment on veut avoir un certificat à la fin. Sinon, il n'y a pas des e-learning pour se former en e-learning? Sûrement. Personnellement, je ne les ai pas consultés. D'accord. Mais ça doit exister. Il y a des e-learning qui expliquent quelles sont les étapes de création, comment on arrive à faire, etc. Mais finalement, le seul vrai moyen d'apprendre à le faire, c'est d'en faire. Exactement. Donc, si on n'a pas de contrat, si on n'a pas de... Voilà, et ben on se dit, moi je connais ça, comment je ferais pour le transmettre, quelles questions... qu'est-ce que j'aimerais que les gens sachent à la fin et comment je vais les amener à savoir tout ça. Très bien. Faire tout simplement un test. Voilà, tout à fait. Mais je vous remercie beaucoup. Merci. Et à bientôt pour un prochain interview.